Arc-en-Ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel, une émission dédiée ce jour aux États-Unis et notamment à sa politique internationale et avec aussi quelques observations sur le plan national. Nous sommes heureux d'être en ligne avec notre dernier intervenant au sujet de ce jour, la question et l'équation complexe américaine avec retrait ou pas retrait à travers le monde. Bonjour, Monsieur Bassam Tahan et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel et surtout bonne année et meilleurs vœux à vous et à vos proches. Meilleurs vœux à vous, à tous les auditeurs et espérant que cette année portera la paix pour la Syrie et les autres pays en souffrance d'une paix civique. Inch'Allah, il faut bien préciser à notre auditoire que M. Bassam Tahan est politologue, islamologue, spécialiste des questions internationales. Ma première question, si vous le permettez, et tout le monde le pose actuellement, vu les informations qui nous arrivent, par-ci, par-là, qu'est-ce qui se passe en Syrie, retrait ou pas des États-Unis sur le plan militaire? C'est le cas. Pourquoi maintenant? Alors, évidemment, le président Trump avait promis, lors de sa campagne électorale, de retirer ses troupes parce que, d'abord, ça coûtait trop cher à l'État américain, d'une part. D'autre part, toutes ces interventions, selon lui, n'ont pas eu de grand effet, c'est-à-dire l'effet escompté, gagner la sympathie des peuples de ces pays-là. Il l'a dit très clairement qu'on a cassé la Libye, on a cassé la Syrie, on est intervenu en Afghanistan, on est intervenu en Irak, et tout ça n'a pas servi à grand-chose. Alors, donc, en se retirant, il honore ses promesses de la période électorale, tout comme le désir de construire un mur. Segundo, c'est que, en ce moment, les relations avec la Turquie et l'OTAN et l'Occident sont très complexes. La Turquie est la deuxième armée de l'OTAN, donc pro-occidentale, et de plus en plus, la Turquie améliore ses relations avec la Russie et sort un peu dans ses différentes décisions de l'OTAN. La dernière question en date qui relève de cette attitude, c'est le fait que la Turquie va acheter des S-300, S-400, ces systèmes anti-missiles et anti-avions, c'est-à-dire une sorte de DCA, à la Russie. Et évidemment, ça pose des problèmes dans la mesure où c'est une première. D'habitude, les pays de l'OTAN achètent leurs armements en Occident et non pas à l'autre bloc qui est virtuellement un ennemi de l'OTAN. C'est une première. C'est la Russie, bien sûr. Alors, en même temps, Trump propose à Erdogan, surtout après l'affaire Khashoggi, c'est d'acheter des patriotes américains pour justement l'éloigner de la Russie. Il faut dire qu'après l'affaire Khashoggi, Erdogan se sent de plus en plus fort parce que il tient un peu le prince héritier d'Arabie Saoudite dans ce crime affreux, et il se trouve que Trump a besoin de cette Arabie Saoudite puisqu'il y a eu des promesses de vente d'armes qui s'évalue ce chiffre à 450 milliards. Donc, de ce point de vue-là, c'est une bonne affaire pour Trump de ramener
Erdogan dans le giron de l'OTAN et en Occident. Et comme ça, Erdogan arrête d'embêter, si je puis dire, avec ce dossier de... Sachant que, n'oublions pas, c'est la Turquie qui détient les preuves qui n'ont jamais été révélées en entier de l'assassinat de ce journaliste saoudien au consulat turc en Turquie. Voilà donc, et pourquoi ça intéresse et ça motive Erdogan, ce retrait américain? C'est que les Américains se trouvent à l'est de l'Euphrate avec les Français. On reviendra aux Français. Ces Américains qui sont là ont un armement lourd. Ils ont construit une vingtaine de bases militaires. Enfin, ça va d'un centre de commandement à une vraie base. Ce ne sont pas de grandes bases militaires. Le terme est un peu exagéré. N'empêche qu'il y a à peu près, on parle de 2000 soldats d'élite qui sont là. Et depuis longtemps, quand Erdogan a marqué sa désapprobation du fait que les Américains restent en Syrie, les Américains avaient répondu que de toute manière, en aucun cas l'armement lourd, ils le laisseraient aux Kurdes. Alors, on a eu une déclaration de retraite générale, suivie après d'un chaos, d'une cacophonie diplomatique américaine, où les militaires disaient que c'était pas une bonne idée. On a eu la démission de différents généraux, entre autres Mattis, de responsables de ce dossier-là des Américains au Moyen-Orient. Pour à la fin dire que par la voix de Pompeo au Caire, et le Caire ce n'est pas un hasard, puisqu'on on assiste aujourd'hui à une nouvelle alliance qui est le Caire, l'Arabie Saoudite, les Émirats et le Bahreïn contre la Turquie. Que, Pompeo disait, on retire progressivement nos forces et on commence par le matériel lourd. C'est-à-dire, c'était en quelque sorte qu'ils étaient fidèles à leur déclaration précédente et qu'eux ne seraient pas en Syrie, justement, pour aider les Kurdes et leur donner un armement lourd pour s'opposer à l'armée turque. Alors, évidemment, les Français, ayant appris cette nouvelle, sont un peu dans l'embarras parce que ils peuvent pas rester à l'est de l'Euphrate tout seuls. Il y a entre 200 et 400 officiers, c'est-à-dire un peu le quart des forces américaines. Ils n'ont pas les mêmes moyens, bien sûr, et ils se trouvent un peu de plus en plus en porte-à-faux par rapport à leur politique générale. Et les Américains et les Français disent qu'ils sont à l'est de l'Euphrate pour se débarrasser de Daesh, l'État islamique, mais en réalité, ils sont là un peu pour embêter Assad avec un projet à l'horizon, celui de l'éclatement de la Syrie en petit État indépendant, ce qui servirait les intérêts occidentaux, car la Syrie, rappelons-le, n'a jamais signé de paix totale avec Israël. Et toute cette guerre de Syrie, il faut la lire aussi en fonction des autres pays du Moyen-Orient. Alors, ce qui explique cette nouvelle coalition arabe anti-turque, c'est le rapprochement de la Turquie avec le Qatar, suite à la rupture des relations diplomatiques des pays du Conseil de coopération du Golfe avec le Qatar. Ce rapprochement-là déplaît aux Saoudiens, aux Égyptiens, aux Émirats, dans la mesure où le Qatar
et la Turquie défendent une idéologie musulmane terroriste et dangereuse qui est celle des frères musulmans. Mais l'Arabie saoudite n'est pas en reste avec son idéologie wahhabite, qui est aussi une idéologie terroriste et qui est au pouvoir. Donc, à la lumière de ce qui se passe, on peut dire que les projets des pays du Conseil de coopération du Golfe, surtout les pays que j'ai cités, c'est d'affaiblir la Turquie. Alors, la France et les États-Unis, les deux dans cette situation, sont dans une position très critique. Parce qu'ils ne peuvent pas continuer à dire nous sommes là pour Daesh, puisque eux-mêmes ont dit que Daesh a été éradiqué. Et il est un fait, c'est que les Kurdes, dans tout cela, surtout que l'Est de l'Euphrate, c'est les forces kurdes qui détiennent ça avec l'aide des Américains et des Français, ont vu qu'ils allaient sans doute être lâchés par et les Américains et les Français. Ils ont rétabli leurs relations, ou plutôt renforcées, parce que les relations n'ont jamais été rompues avec le pouvoir de Damas, et ils ont demandé à l'armée syrienne régulière d'entrer à Manbij. Alors, qu'est-ce que Manbij? Manbij est une ville syrienne où il y avait des Français, des Américains et des Kurdes. Mais ce n'est pas une ville kurde, loin de là. C'est une des grandes capitales historiques de l'arabité dans la région, c'est Manbij. Et quand le président américain a dit qu'il quitterait la Syrie, tout de suite, Erdogan a réemployé l'ex-armée syrienne libre qui n'existait pas, c'est-à-dire toutes les forces, soi-disant, de rebelles modérés, qui en fait sont des islamistes, il les a mobilisés pour essayer de les envoyer et massacrer, pour ainsi dire, les Kurdes à Manbij, et même traverser l'Euphrate et aller pour investir et occuper tout l'est de l'Euphrate qui serait laissé par les Américains et les Français. Donc c'est un cadeau empoisonné pour la Turquie. Pour la Turquie, sûrement. Et là, on arrive à une situation où l'ironie de l'histoire bat son plein. C'est que ces mêmes forces qui ont été acheminées par Erdogan vers Manbij, ce sont les rebelles modérés que les Français ont soutenus depuis le début. Et qu'ils disaient que c'est les forces de la révolution, ce sont des laïcs, et c'est ceux-là même qui étaient prêts à entrer à Manbij pour chasser les Français, pour vous montrer à quel point la diplomatie française est aveugle dans ses agissements sur le dossier syrien. D'ailleurs, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse là. La France a joué un rôle néfaste dans tout ce dossier syrien depuis 7 ans. C'est bien au temps de Hollande qu'on a reconnu la Syrie, les opposants syriens comme seuls et uniques représentants du peuple syrien. C'est-à-dire, ils ont donné à cette opposition à majorité islamiste une légitimité internationale, et plusieurs pays ont suivi la France. C'était un peu Madame Clinton qui avait poussé les Français à jouer ce rôle. Et par outre-atlantisme aveugle, les Français ont suivi. Et je continue ma parenthèse. Il faudrait s'interroger. Excusez-moi. Il faudrait s'interroger si cette aide aux rebelles modérés n'a pas favorisé, en quelque sorte, les attentats islamistes en France. Je m'explique. À un moment donné, tous les premiers ministres français, que ce soit Valls, que ce soit Ayrault,
même avant, au temps de Sarkozy, quand le problème va éclater, on regardait d'un très bon œil tous ces gens qui sont engagés en Syrie, et on a eu des déclarations officielles qu'on ne pouvait pas interdire à des volontaires qui veulent aller en Syrie et renverser un dictateur. C'était une mauvaise lecture de l'histoire, puisque la guerre de Syrie n'est pas la guerre de 36 d'Espagne. Et ses opposants n'avaient rien de laïque. C'était un projet islamiste. Preuve en est qu'on a exporté là-bas près de 150 000 étrangers sur 7 ans, qui venaient d'Arabie Saoudite, de Tunisie, de Géorgie, enfin du monde entier, du Pakistan, de je ne sais où, du Soudan, enfin bref. Voilà donc, si vous voulez, la situation actuelle. Il y a une question qui est, est-ce qu'on peut parler maintenant d'un échec de la gestion militaire des États-Unis en Syrie et on parle d'un exploit de Bachar aux côtés de Poutine, mais aussi la question que tout le monde cherche à savoir, face à ce chaos, comment va être l'influence française en Syrie? Alors, pour continuer, si vous voulez répondre à votre question, on a parlé de Manbij, on a parlé de l'Est de l'Euphrate, on a parlé des Kurdes, on a parlé de l'armée syrienne, on a parlé des forces étrangères qui occupent illégalement cette partie de Syrie. Et si on continue, on répond à votre question. Je vous prie. C'est qu'il y a encore une autre ville qui est Idlib. Alors, qu'est-ce que Idlib? Idlib est une autre ville syrienne et depuis le début de la guerre, chaque fois que les Russes, les Iraniens, le Hezbollah, l'armée syrienne régulière, les volontaires parallèles de l'armée syrienne libéraient une localité de ces islamistes, ont négocié un départ de ces combattants avec leurs armes légères et on les envoyait à Idlib. Alors aujourd'hui, à Idlib, selon les différentes évaluations, on peut dire qu'il y a au moins entre 50 et 70 000 islamistes armés. Ils ont aussi de l'armement lourd, mais ça, ils ne l'ont pas emporté avec eux lors des négociations quand ils ont quitté les Alep, la Ghouta, la banlieue de Damas, Hama et ainsi de suite. Donc, cette idée pose problème, si vous voulez. Les Américains et les Français pensaient toujours gagner la guerre en prétendant que ceux qui occupent Idlib, bien sûr, il y a des islamistes, mais il n'y a pas que des islamistes, il y a des rebelles modérés. On retombe sur cette formule magique, les rebelles modérés, laïcs, qui veulent la démocratie, ce qui est une aberration totale. Et chaque fois que la Russie et la Syrie et leurs alliés ont voulu nettoyer Idlib une bonne fois pour toutes, alors on dit pourquoi? C'est pas simplement pour la Syrie, c'est pour le monde entier. Commençons par la Russie. La Russie n'aimerait pas voir des islamistes commettre des attentats dans le métro de Moscou ou de Pétersbourg. Donc, cette ville de Idlib est très dangereuse dans la situation actuelle. Et à chaque fois qu'on signait des accords, la Turquie qui soutient aussi cette ville avec ses différents rebelles terroristes islamistes, la Turquie les soutient dans l'espoir d'un rêve ottoman d'Erdogan d'élargir encore la Turquie, de gagner des territoires au détriment de la Syrie historique, d'une part, et également d'éliminer le danger kurde. Parce que si il y a une sorte d'autonomie kurde en Syrie, bénie ou pas bénie par le gouvernement syrien, ça peut pousser les Kurdes de Turquie à se révolter contre le pouvoir central d'Ankara. Donc, à cela, les Syriens et les Russes ont répondu. Tous les accords entre
la Turquie et nous concernant Idlib ne sont que des accords temporaires. C'est-à-dire que si les islamistes ne reculent pas de tant de kilomètres, nous avons le droit de les bombarder. Et là, à la lumière de ce qui se passe, quand on a vu que c'était archi clair, que Erdogan utilisait les islamistes pour entrer en Syrie, massacrer les Kurdes et conquérir des territoires, la Russie et la Syrie deviennent de plus en plus fermes face au problème d'Idlib. Qu'un beau jour, qu'on le veuille ou non, on va libérer Idlib de ces islamistes, malgré l'attitude occidentale qui prétexte toujours que ce nettoyage va être une catastrophe humaine dans la mesure où il y a 3 millions dans ce district d'Idlib, si vous voulez, cette muhafaza, ce qui est entièrement faux, parce que on peut, arriver à bout sans toucher aux civils. Et c'est un peu ridicule de la part des Occidentaux quand ils prétextent ces excuses, quand on voit ce qu'ils ont fait à Raqqa, en la libérant. Raqqa a été entièrement détruite, tout comme Mossoul. Mais vous voyez, il y a toujours les médias occidentaux qui font la propagande de la morale des armées américaines et occidentales et l'aspect immoral de l'armée russe et de l'armée syrienne. Vous voyez, mais heureusement qu'aujourd'hui, cette propagande ne marche plus. Ça ne convainc plus personne. Donc, revenons à votre question, que fait la France en Syrie et comment elle va s'en sortir? C'est qu'elle se trouve mal en ce moment. Elle est, comme je l'ai dit, mal barrée un peu. Parce que les pays arabes qui avaient aidé les islamistes pour détruire la Syrie ne le font plus. Les Émirats ont ouvert une ambassade à Damas. Le Bahreïn va suivre. Bientôt l'Égypte. Et on se demande si l'Arabie saoudite ne veut pas se débarrasser de ses frères musulmans. On se demande si, pour se débarrasser de ses frères musulmans, elle va aider le gouvernement syrien. C'est-à-dire, il y a un retournement de situation total. Et la France, que fait-elle là? Justement, elle est en porte-à-faux. Elle est là, on se demande, elle est isolée. Si les Américains se retirent, elle est incapable de tenir ses positions militairement. Ça lui coûte trop cher, ça lui coûte à peu près un demi-milliard par an. Alors, avec le mouvement des Gilets jaunes et les dépenses, évidemment, c'est un scandale. Pourquoi envoyer des missiles qui coûtent tant d'argent contre la Syrie alors que on est en train de diminuer la retraite en France ou de créer de nouveaux impôts? Donc, à mon sens, les conseillers concernant le dossier syrien dès le début, depuis l'époque Sarkozy-Juppé, en passant par Hollande-Hérault, Hollande-Valls, pour arriver à Macron aujourd'hui, c'est eux qui ont mal conseillé la France. Et là, si vraiment les forces françaises veulent se retirer d'une manière qui sauve la face, il faudrait peut-être arrêter de critiquer le président Assad et la Syrie légitime et également se presser pour ouvrir une ambassade à Damas et négocier avec la Syrie des accords sécuritaires, au moins pour sauvegarder... Est-ce que le président Poutine aura de l'influence sur cette approche que vous êtes en train d'évoquer? Ah, sûrement, parce que Poutine, lui, n'est pas contre le fait que la France se retire. Et que même il a invité les Français à aider à la construction de la Syrie. Mais vous savez, comme moi, qu'aujourd'hui, en France, la Russie n'a pas cette image positive. Regardez toute la publicité, la propagande anti-RT, la chaîne, n'est-ce pas, française-russe,
en France. Tout le monde parle de fermer cette chaîne. Pourquoi? Mais parce que cette chaîne contredit la doxa imposée par le président français, Macron, sur un tas de sujets. Écoutez, c'est une affaire à suivre, Monsieur Tahan, et quoi qu'il arrive, donc on aura l'occasion de vous revoir au sein de l'émission pour parler aussi du dossier qui nous touche tous ensemble, le dossier de l'islam de France, hein, donc comme on a parlé ensemble, parce que le temps presse et je suis dans l'obligation de vous quitter après ce beau éclairage que vous avez fait et qui complète complètement les avis des uns et des autres dès le début de cette émission avec l'intervention de Monsieur Michael Kurtli, le président Jacques Sopelsa, bien entendu le journaliste franco-américain Olivier Gérald, mais aussi le colonel Alain Corvez. Je pense que notre auditoire a bien été servi ce jour sur le dossier américain et je vous dis à très bientôt et avec un grand plaisir de vous revoir très prochainement sur le dossier de l'islam de France. À bientôt, Radio Pluriel, et je serai heureux de réintervenir. Et encore une fois, meilleurs vœux à vous, à vos auditeurs et à tous les Français, gilets jaunes ou pas. Merci infiniment. À très bientôt, Monsieur Tahan Bessam. À bientôt. À bientôt. Au revoir, monsieur. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la